Monsieur Jérôme, pour cette intéressante présentation. Je retiens que la France a opté pour le système de répartition avec un système qui couvre largement, disons, les besoins de cette population. Le résultat, c'est que les retraités actuels jouissent d'un taux de remplacement intéressant sans pouvoir faire appel par avant à de l'épargne. Mais ce qu'a démontré M. Jérôme, c'est qu'avec la série de réformes adoptées par la France, ce taux de remplacement va connaître une baisse avec le temps. Et donc les futurs retraités vont se voir leur niveau de vie baisser par rapport aux antécédents. Également, je pense que c'est culturel. La France n'a pas développé une culture d'épargne, de fonds de pension. Et donc, si je peux faire là le recoupement avec notre situation au Maroc, c'est que nous sommes actuellement dans la même situation, c'est-à-dire nous avons des systèmes qui couvrent un certain niveau de remplacement, mais dans le cadre de la réflexion sur le nouveau système de retraite, on vise à donner à l'épargne retraite plus de place. Et donc, ce qui va inciter un peu à construire le taux de remplacement et donc le niveau de pension des futurs retraités à travers un système de répartition et un système de capitalisation. Sans trop tarder, donc, je donne la parole à Madame Hélène Xion, qui va traiter le thème des réformes, du financement de la protection sociale, des générations gagnantes et des générations perdantes. Donc, je voulais remercier d'abord je suis très contente d'être là et très contente de démarrer le partenariat avec la chaire prévoyance et retraite. Et c'est vrai que du côté français, c'est un vieux sujet quand même, la réforme du système de retraite. Et il y a un vieux et un nouveau sujet qui est en fait derrière la réforme du système de retraite se pose aussi toute la question de l'adhésion des individus au système. Et il y a tout un débat qui s'ouvre en France comme un peu partout dans le monde sur la place notamment de la jeunesse et des jeunes générations. Donc j'ai légèrement changé mon titre de présentation pour un peu mieux coller à l'actualité qui se pose en France et je pense à une problématique aussi qui peut s'ouvrir au niveau du Maroc. Et alors c'est vrai qu'en France il y a un taux de chômage élevé, particulièrement élevé de la part de la jeunesse. C'est probablement le cas aussi chez vous. Je vais m'auto-centrer sur le cas de la France et puis peut-être vous laisser ensuite faire le parallèle avec le Maroc, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi parce qu'effectivement, je connais beaucoup plus la situation de la France que celle du Maroc. Ça fait à peu près 5 ans qu'on mène des travaux sur l'impact du vieillissement, sur le système de protection sociale et sur l'économie, dans la chaire transition démographique, transition économique, avec une première phase où on a voulu évaluer l'impact en propre du vieillissement, c'est-à-dire de l'augmentation de la part des plus de 60 ans sur le système de protection sociale, sur le marché du travail et plus largement sur le fonctionnement de l'économie française. À terme, on a abouti il y a 2 ans à une deuxième question qui émane directement de la première. Après la question du coût, se pose la question de qui va payer le système et comment est-ce que le vieillissement impacte effectivement et alourdit la charge du système de protection sociale. Et on a ouvert donc toute une série de séminaires sur la question des politiques générationnelles. Donc derrière la question des politiques générationnelles, c'est la question des générations gagnantes et perdantes du système de protection sociale, et puis surtout la question de quels sont les leviers qui sont derrière. Donc les leviers qui sont le travail, qui sont l'éducation, qui sont la mobilité sociale, et comment est-ce que les gens ou les individus adhèrent aussi au système. Si aujourd'hui on a effectivement, tous les sondages le disent, une grande défiance de la part de la jeunesse envers du système de protection sociale français, notamment le système de retraite, c'est qu'effectivement tous les débats étaient ouverts et je pense qu'il a été ouvert aussi grâce et objectivé aussi grâce aux travaux du corps, mais néanmoins les résultats passent mal dans le débat public. La plupart des jeunes Français pensent qu'ils n'auront pas de retraite. Et à juste titre, quand on regarde en même temps les chiffres, c'est qu'effectivement les projections du corps à horizon 2030-2040, effectivement, comme Jérôme l'a rappelé, il y a un décrochage du niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs. Il y a tout un débat sur l'âge de la retraite et il y a aussi tout un débat sur l'augmentation des taux de cotisation. Ça veut dire qu'en dehors du débat technique, purement technique, d'équilibre d'un système de retraite, de transparence, il y a de l'autre côté une adhésion ou une incompréhension des montants qui sont affichés et en même temps de ce que les individus en propre vont recevoir. Et c'est un peu sur ce pendant-là que moi je vais faire ma présentation. Je l'ai un peu changé par rapport à la version initiale puisque je vais essayer de la raccourcir à 10 minutes. Et l'idée qu'on a essayé de creuser, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue strictement technique
Et je pense que du coup, les travaux du corps le montrent aussi. Le système de retraite, il est quasiment équilibré à l'horizon 2030-2040. On a un petit chouïa à récupérer. Mais fondamentalement, c'est jouable. Le système de retraite français, il est à peu près équilibré et pérenne. Alors Jérôme dit à juste titre qu'on a un décrochage. Et le prix à payer, c'est bien celui-là. Un décrochage du niveau de vie des futurs retraités de 20%. Et ce décrochage, c'est bien les actifs d'aujourd'hui qui vont le payer en termes de retraite à l'horizon 2030-2040. Donc c'est bien une question intergénérationnelle. C'est une question intergénérationnelle parce que c'est bien un système en répartition, et c'est aussi une question intergénérationnelle parce que c'est bien des actifs aujourd'hui envers les retraités aujourd'hui, ce qu'ils leur doivent ou ce qu'ils pensent leur devoir, et c'est aussi ce que doivent les retraités par rapport aux actifs aussi et à leur jeunesse. Donc c'est la question des contreparties qui est posée aujourd'hui, en tout cas dans le débat français tel que les économistes la voient. Et c'est une question qui est extrêmement importante parce que c'est effectivement la question de l'adhésion d'une partie de la jeunesse qui s'insère sur le marché du travail, ce que peut promettre le système de protection sociale, ce qu'il a promis auparavant, et puis aussi la question, on se la pose toujours dans un sens, qui est ce que peut la jeunesse et les contributions de la jeunesse et de la population active, et de l'autre côté, et comme Jérôme l'a dit aujourd'hui, le niveau de parité, de niveau de vie entre les retraités et les actifs est quasiment équivalent, se pose aussi la question de la contribution des retraités à la pérennité du système, des retraités d'aujourd'hui. Je vais peut-être passer un peu rapidement sur le petit détour historique que je voulais vous faire. En fait, qu'est-ce qui nous dit ce détour historique? Il nous dit une chose assez simple, c'est que derrière la question technique de la protection sociale, il y a la question du contrat social. Quel contrat est passé entre l'individu et la société? Donc sur les prémices de la protection sociale en France, c'est un contrat qui est plutôt passé entre le monde ouvrier et le monde du travail, où effectivement on démarre, on est ouvrier, et puis on contribue à la solidarité, on contribue à l'économie. Et donc, en échange, le système de protection sociale vous protège des accidents du travail. Aujourd'hui, la donne a un peu changé parce que, effectivement, on a eu multiples crises et surtout le rapport au travail a changé. On est passé d'un monde ouvrier à un monde un peu plus de salariat, et aujourd'hui, on est aussi, donc le travail, par définition pour tout le monde, pour la quasi-majorité des Français, c'est un emploi salarié. Et c'est très peu pour ce qu'on appelle les professions libérales. Donc cette frange de la population est relativement stable en France, et on est plutôt dans un monde salarié. Et ce qui est derrière, c'est que, le rapport au travail a changé entre les premières années de la protection sociale et ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a un bouleversement radical du rapport au travail de la part des actifs, de la jeunesse, et il y a tout ce qui se développe qui s'appelle l'économie collaborative, donc ce dont vous avez parlé ce matin notamment, qui est le contrat de type auto-entrepreneur. Et c'est vrai que c'est un mode de protection sociale qui est complètement différent, qui est en dehors du champ de la protection sociale aujourd'hui, en tout cas du champ classique, qu'on ne mesure pas très bien, et en tout cas il n'est pas dans la grande tradition du modèle de protection sociale français. Et derrière tout ça, donc, il y a la question de qu'est-ce que promet le système de protection sociale à la jeunesse. Si on regarde le passé, c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné pour la population des retraités, puisque leur niveau de vie a considérablement augmenté. Et tout le débat qu'on peut avoir sur génération sacrifiée, génération dorée, même si d'un point de vue complètement macroéconomique, et je vais essayer d'arriver au slide, on n'a pas d'inéquité en matière de transfert public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre la période 79 et 2010, la part de transfert public qui revient à la population des jeunes et qui revient à la population des retraités est quasiment identique. Donc on ne peut pas dire qu'on a eu une génération sacrifiée entre 79 et 2010, contrairement au débat habituel sur la jeunesse sacrifiée. Par contre, ce qu'on peut dire, voilà, donc ça c'est le slide de l'équité des transferts. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si le système de protection sociale a plutôt bien fonctionné et donc a plutôt donné à chacun en fonction de son poids démographique, et ce qui a permis aussi de diminuer les taux de pauvreté parmi la population retraitée, et qu'ils n'ont pas capté, a priori en tout cas, une part de transfert public un peu plus importante, et que la part aussi des transferts publics dédiés à la jeunesse n'a pas non plus diminué, et est plutôt resté stable, ce qu'on peut observer derrière ces grandes lignes macroéconomiques, c'est que le discours est un peu différent si on regarde les profils moyens de consommation. Ça veut dire que sur la même période, si on observe une grande équité, une grande stabilité dans la part des transferts publics en fonction des âges, par contre, on a une dynamique de consommation qui est complètement différente. C'est-à-dire que les seniors entre 79 et le niveau de consommation des seniors entre 79 et 2011 a été 2 fois plus rapide que la croissance, alors que celui des jeunes a été plutôt collé à la croissance. Donc c'est de là que naît ce sentiment effectivement de jeunesse sacrifiée ou de génération dorée. Derrière, il y a aussi en trame le poids du vieillissement
à partir de 2010. Et c'est de ça dont on ne parle pas, parce que quand on regarde la période passée, 79-2010, le poids du vieillissement n'est pas encore présent. Donc on a une relative équité des transferts publics. Par contre, si la règle de proportion de 1 pour 1, donc 1 point de PIB pour 1 point démographique, s'opère, on va avoir une explosion effectivement des transferts publics en faveur des plus de 60 ans. Et se pose la question aujourd'hui du coup de l'équité de ces transferts ou de l'utilité de ces transferts, parce que si elle a plutôt bien fonctionné entre 1979 et 2011 pour créer un véritable statut de retraité, pour qu'ils aient effectivement des niveaux de vie décents, à parité avec la population active aujourd'hui, se pose la question du demain, puisque demain effectivement la population active diminue, la part des jeunes, en tout cas le sentiment de défiance des jeunes aussi augmente, et de l'autre côté on a un poids des retraités qui est beaucoup plus élevé. Et donc, si cette règle de 1 pour 1, évidemment, se poursuit, on aura effectivement 30% de retraités et 30% également de PIB dédiés à la retraite. Et donc là, dédiés, aux plus de 60 ans. On a fait effectivement la réforme du système de retraite pour contenir le poids du système de retraite dans le PIB. Par contre, il y a un deuxième enjeu qui s'ouvre, qui est qu'effectivement, si l'objectif d'un système de retraite, c'est maintenir une parité de niveau de vie entre les retraités et les actifs, on a un sujet qui se pose puisqu'il y a un décrochage qui est en train d'arriver à horizon 2030-2040, qui est à peu près de 20%. Donc le sujet est là. Maintenant qu'on a réussi à contenir le niveau ou le poids du système de retraite en faisant des réformes, notamment l'effet de la réforme de 93, qui est plutôt bien passé en France parce que c'était plutôt une réforme paramétrique, donc les enjeux n'ont pas été perçus immédiatement par le grand public, puisque la réforme était faite en 93, les effets à horizon 2030-2040, c'était plutôt des enjeux de long terme, mais c'est plutôt passé comme une lettre à la poste. Et puis tout le monde s'est un peu cristallisé sur l'âge de départ en retraite. Aujourd'hui, je pense que la population de seniors en France admet parfaitement, puisqu'elle vit plus longtemps et que c'est la première également à bénéficier des gains d'espérance de vie, ça il ne faut pas l'oublier, elle est prête à travailler plus longtemps. J'ai un autre graphique sur les gains d'espérance de vie. Et je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Et donc, il y a un changement de donne majeur qui est, en ce moment, qui est fait que la société de la longévité, telle qu'on se la raconte, qui est qu'effectivement, on ne pourra pas vivre jusqu'à 100 ans, la réalité, c'est que les gains d'espérance de vie sont plutôt concentrés vers la population des plus de 50 ans en France. Donc, c'est la première génération à partir en retraite et en bonne santé. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a un boost du côté des taux d'activité des seniors. Ils ont accepté de travailler plus longtemps. Et par contre, le pendant, donc assez naturellement, puisque les taux d'emploi ont considérablement augmenté sur les 5 dernières années, ont été les grands derniers, il y a encore 5 ans, on avait 39% de taux d'emploi. Aujourd'hui, on a quasiment explosé, donc on a rattrapé notre retard. Par contre, de l'autre côté, le pendant, qui était effectivement cette jeunesse qui s'insère difficilement sur le marché du travail, ce point-là n'a pas été réglé. Or, c'est bien cette assiette d'actifs qui va contribuer au système. Et toute la question qui est posée, c'est si on demande à cette jeunesse de contribuer à un système, quelle est la contrepartie qu'on leur offre? Et c'est un peu ce raisonnement-là, et je vais vous prendre le cas de la retraite un peu pour l'illustrer, et je pense que je vais tenir dans les temps. C'est un peu ce raisonnement-là qu'on a eu effectivement au sein de la chaire. Je vous passe je vais juste me concentrer peut-être sur ce point de débat et je vous passe peut-être toute la question du poids du vieillissement qui effectivement va aussi augmenter les dépenses en matière de santé. C'est un débat qui n'est absolument pas résolu, qui est complètement ouvert aujourd'hui en France avec la généralisation de la complémentaire santé à tous les actifs, y compris aux retraités. Donc c'est un débat qui s'ouvre aujourd'hui en France et qui fait beaucoup parler. Et je vais juste me concentrer sur ça. Après, en fait, 2 ans de travaux et de séminaires, justement, sur cette question de politique générationnelle, on est arrivé, en tout cas, au sein d'une petite équipe de la chaire, à un principe, parce qu'on s'est posé la question de pourquoi est-ce que ce débat sur la génération sacrifiée ne démarre pas du tout en France. On a 25% de taux de chômage parmi les moins de 25 ans, on a une jeunesse qui s'insère essentiellement en CDD, on a effectivement un taux de pauvreté qui a également augmenté, et pourtant tout le débat sur génération sacrifiée ne s'ouvre pas du tout. Il y a une crispation de la part probablement de la génération de baby-boom sur ce sujet, et puis il y a aussi peut-être un manque de solutions opérationnelles, puisqu'une fois qu'on a dit que le système a favorisé, entre guillemets, en tout cas a permis de maintenir le niveau de vie des retraités à parité, une fois qu'on a dit que le système avait permis de diminuer les taux de pauvreté parmi la population de retraités, une fois qu'on a dit aussi que les transferts publics étaient plutôt équitables et qu'il était assez normal finalement, même en termes de santé, de financer un peu plus ceux qui sont un peu plus malades, que les bien portants financent effectivement les moins portants, c'est une loi de progrès social assez naturelle. Une fois qu'on a dit qu'ils avaient un peu plus, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai que ce sujet-là, du coup, il ne décolle pas, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont plus qu'ils doivent donner plus. Il n'y a pas de raison objective, fondamentalement, puisqu'ils ont eu plus, mais ils l'ont mérité, et c'est le système de protection sociale. Donc tout le débat qui est derrière, c'est la question de l'équité entre les générations. Et donc on a trouvé un principe qui était l'équité en mouvement, et qui se traduit sur le marché de la retraite, en tout cas sur le sujet de la retraite,
C'est un principe simple où on dit tout simplement que chaque génération doit pouvoir compter sur une évolution des transferts équitables. Ça veut dire que l'équité en tant que telle des transferts publics ne doit pas être recherchée, mais que c'est l'objectif qui est derrière qui est posé. C'est la question et l'objectif auquel on court qui est posé. Et en matière de retraite, il nous semble qu'un objectif pertinent serait effectivement d'atteindre l'opportunité, donc ce serait pour chaque génération, l'opportunité d'améliorer de la meilleure manière possible sa retraite, quel que soit son parcours de vie. Et donc, sur le cas de la retraite, de manière plus précise, on a, donc ça je vous l'avais déjà dit, donc des perspectives de niveau de vie dégradé pour les futurs retraités à horizon 2030-2040. Si l'objectif de parité de niveau de vie a été respecté jusqu'à présent, est-ce qu'il faut changer d'objectif? Est-ce qu'on peut maintenir un objectif de parité de niveau de vie entre les retraités et les actifs pour des horizons qui sont 2030-2040, sachant que les réformes précédentes ont visé à contenir effectivement la part de déficit et donc ont joué justement sur la baisse des niveaux de remplacement futurs. Il y a effectivement clairement aussi un déficit de confiance des jeunes générations. Donc les jeunes générations n'ont aucune confiance dans le dispositif, étant persuadées qu'elles ne bénéficieront pas des mêmes avantages. Donc c'est 89% des 25-34 ans. Donc c'est la jeunesse justement qui s'insère sur le marché du travail. Et puis de l'autre côté, effectivement, je ne reviendrai pas sur les paramètres techniques, c'est ce que Didier Blanchet a développé aujourd'hui. Il y a un déficit ou un équilibre qui varie en fonction de la croissance. Donc il y a de fortes incertitudes sur à chaque fois la pérennité du système, parce qu'à chaque fois on se retrouve avec un déficit, ou avoir un léger déficit, ou avoir un certain équilibre du système. Ce qui crée effectivement énormément de doutes sur la pérennité du système. Je ne reviendrai pas non plus sur les 5 critères d'efficacité du corps. Et puis il y a un critère qui nous intéresse particulièrement, qui est un système équitable entre les générations. Et donc moi je me veux focaliser sur cette proposition. Sur ces 2 années, on sort un ouvrage collectif justement qui rassemble un peu les réflexions qu'ont peut mener les chercheurs associés à la chaire transition démographique, donc notamment Didier Blanchet, Jérôme Glachant ici présent et Olivier Davanne. Et c'est vrai que les propositions, et puis nous aussi également, donc Lorenzi Wilmer et Xuan, où on ouvre des perspectives avec cet angle équité entre les générations. Si le système ne peut pas viser à une parité entre les générations, qu'est-ce qu'on peut attendre des générations? Donc effectivement, Didier Blanchet pense plutôt qu'il faut rétablir une sorte d'égalité entre les générations, ou revenir, corriger les erreurs passées, sauf que ça a un surcoût. Et peut-être que si vous l'avez, vous peut-être lui demander, mais effectivement, je ne reviens pas sur les mécanismes techniques de désindexation et de réindexation, mais clairement, c'est le mécanisme de désindexation de 93 qui fait qu'on a pu maintenir en partie le poids du PIB, le poids des dépenses de retraite dans le PIB, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat se réouvre sur comment est-ce qu'on peut du coup compenser une partie de cette perte de niveau de vie. Et qui peut compenser en partie cette perte de niveau de vie? Il y a Olivier Davanne qui défend une autre position où lui dit effectivement que si les effets de la désindexation effectivement nous ont permis de contenir une partie des dépenses de retraite dans le PIB, elles ont finalement plutôt bien réussi puisque le système, si on en croit les projections du corps, est plutôt équilibré, et lui pense plutôt qu'il faut du coup réintroduire de l'arbitrage individuel. Ça veut dire que lui pense qu'il faut réintroduire de la transparence et redonner à l'âge de départ en retraite tout son poids. Ça veut dire que si je décale mon âge de retraite de 5 ans, je gagnerai en pension retraite. Voilà. Et aujourd'hui, il est clair que le système est un peu compliqué, qu'il y a un 3e paramètre qui rentre en ligne de compte et qui ne permet pas exactement de faire ça. Donc il y a des biais dans le système français aujourd'hui. Et donc de manière assez simple, lui pense qu'en réintroduisant de la transparence et des mécanismes incitatifs, donc notamment en redonnant du poids à l'âge, on peut rééquilibrer en partie le système. Et ensuite, il propose aussi, et ça je pense que c'est vrai et un peu dans l'esprit de tout le monde, que comme les taux d'intérêt sont faibles, il y a une fenêtre de tir pour développer de l'épargne retraite en capitalisation, puisqu'on pourrait s'endetter à moindre coût, et que le coût de la transition, entre guillemets, d'avoir un double régime, un régime mixte, serait complètement lissé, puisque ce seraient les générations suivantes qui paieraient lorsque les taux d'intérêt seront plus bas. Donc il y a aussi une fenêtre de tir actuelle parce que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Et puis on a, nous, de notre côté, développé effectivement aussi une autre option, qui serait aussi en partie, puisque les retraités ont eu, puisqu'il y a cette phrase, effectivement, sur le système en répartition qui est « Payez nos retraites aujourd'hui et vos enfants paieront vos retraites demain ». Et dans le système actuel, dans la conjonction actuelle, et c'est vrai que la fenêtre de tir est courte, on peut aussi dire « Payez nos retraites aujourd'hui et nous paierons vos retraites demain ». Parce qu'aujourd'hui, ils ont une marge de manœuvre en termes de patrimoine, en termes de revenus, pour peut-être aussi abonder un fonds de capitalisation aujourd'hui qui permettrait de compenser à terme, donc 2030-2040, le niveau de vie des jeunes générations aujourd'hui. Donc cette perte, ce gain qu'on a gagné sur le système de retraite,
ils pourraient, puisqu'ils en bénéficient aujourd'hui, puisque c'est bien les jeunes qui maintiennent pérenne le système de retraite aujourd'hui, donner en contrepartie, en abondant un fonds de capitalisation qui permettrait de compenser à terme, à horizon 2030-2040, la baisse de niveau de vie attendue. Donc, on est sur un schéma où il n'y a pas de guerre des générations, il n'y a pas non plus de générations sacrifiées. Par contre, effectivement, il y a derrière la question de que fait-on des transferts publics? À quoi servent-ils? Est-ce que l'objectif, c'est le maintien d'une parité de niveau de vie? Derrière, il y a effectivement une vraie contrainte qui est le poids du vieillissement démographique, mais il y a aussi l'adhésion derrière des générations. Qu'est-ce qu'on peut leur promettre en retour? Et c'est un peu cette question-là qui a été ouverte. C'est cette question-là qu'on traite, et donc je vais directement aller... Voilà. C'est cette question-là qu'on traite dans l'ouvrage collectif qui va sortir, donc plutôt un ouvrage collectif de recherche, qui pose justement les termes du débat sur la question intergénérationnelle. Est-ce que des générations bénéficiaient plus, bénéficiaient un peu moins? Est-ce qu'une fois qu'on a dit qu'ils avaient bénéficié d'un peu plus ou d'un peu moins, ça règle le sujet? Pas du tout, puisque se pose la question derrière de l'objectif du système de protection sociale. Et puis un essai qui est déjà sorti, qui pose la question de manière différente et qui essaye de réintégrer cette partie de jeunesse qui a été complètement l'impensé du contrat social français en renouvelant le pacte générationnel entre les générations. Et donc c'est pour ça qu'on les a appelés des deals donnant-donnant, où effectivement les retraités ont reçu, et dans le financement de la protection sociale, et parce qu'ils vont vivre plus longtemps, parce que c'est la première génération à partir en bonne santé, parce qu'ils ont eu aussi une conjonction historique et économique particulièrement favorable, ils sont en position aujourd'hui de redonner. Et donc la situation a complètement changé par rapport au contrat social qu'on a monté en 1945.